La dernière session nous a rappelé pourquoi le Bloc québécois est indispensable, essentiel à Ottawa. Nos députés ont fait un travail extraordinaire face à un gouvernement qui n'a aucune sensibilité par rapport aux façons de faire du Québec. Pour les libéraux de Justin Trudeau, leur volonté de renouveler le Canada implique que le Québec rentre dans le rang. Les libéraux veulent que le Québec prenne son trou. On l'a vu dans les dossiers comme les valeurs mobilières, les transferts en santé, ou plus récemment, c'est 29. Pour Ottawa et pour le Canada, pour que le Canada avance, il faut que le Québec recule. Et si le Bloc québécois ne défend pas le Québec, personne d'autre ne le fait. Nous, au Bloc québécois, c'est clair. Nous sommes là pour le Québec, seulement pour le Québec. Les libéraux de Justin Trudeau sont là pour le Canada, seulement pour le Canada. Et si ça veut dire sacrifier le Québec, ben, on sacrifie le Québec. C'est plate, mais c'est comme ça. Des exemples, Énergie Est. L'Alberta veut vendre son pétrole à l'étranger et pour ça, il faut qu'un pipeline traverse le Québec, jusqu'au Nouveau-Brunswick. Un pipeline qui traverserait la rivière des Outaouais, la rivière des Mille-Îles, la rivière Saint-Maurice, le fleuve Saint-Laurent, et je pourrais continuer longtemps, ça va traverser 680 cours d'eau. Un pipeline qui traverserait nos terres agricoles, qui passerait sur nos cultures comme une longue cicatrice, avec les risques de fuite et de contamination qui viennent avec un pipeline. Quand on dit tous les risques, aucun bénéfice, ben c'est ça. Et pourquoi? Pour satisfaire l'Alberta. L'Alberta avant le Québec. Un autre exemple, les chantiers navals annoncés par les conservateurs et applaudis par les libéraux et les néo-démocrates. A great day for the Canada, disait un député du NPD. 100 milliards de dollars de contrats pour construire, entretenir et réparer la flotte de bateaux du fédéral. 100 milliards de dollars pour les maritimes et pour la Colombie-Britannique. Pour le Québec, zéro. Les maritimes avant le Québec. Un autre exemple, l'entente sur le bois d'œuvre, pensée pour la Colombie-Britannique, qui ne fonctionne pas selon le même modèle que le Québec et qui fait qu'on a perdu des millions de dollars, des milliers d'emplois pour assurer le commerce du bois dans l'Ouest. La Colombie-Britannique avant le Québec. Plus récemment, Muskrat Falls. Le fédéral qui donne une garantie de prêt à Terre-Neuve pour un barrage hydroélectrique dont l'électricité serait vendue à la Nouvelle-Angleterre. Terre-Neuve veut entrer en concurrence avec le Québec sur le marché énergétique, mais avec l'argent des Québécois qu'on envoie à Ottawa. Avec la bénédiction de tous les partis fédéralistes. Encore une fois, Terre-Neuve avant le Québec. L'Alberta, les Maritimes, la Colombie-Britannique, Terre-Neuve, tout ça avant le Québec. Ensuite, ils vont venir nous parler de péréquation, comme si on leur devait quelque chose. La péréquation, c'est la petite compensation, bien trop petite, à mon avis, insuffisante, pour toutes les couleuvres qu'on nous fait avaler. Avec tout ce qu'on envoie à Ottawa, on n'en a pas pour notre argent. Depuis leur arrivée à Ottawa, les libéraux jouent le rôle du parti cool. Justin, c'est la paix dans le monde, l'environnement, l'égalité entre les hommes et les femmes. Franchement, la réalité est tout autre. Justin Trudeau, c'est Stephen Harper qui fait des selfies. En environnement, ces cibles de réduction de gaz à effet de serre, ce sont celles des conservateurs. En santé, les libéraux coupent l'augmentation des transferts comme l'avait planifié le gouvernement Harper, mais avec les conditions qu'avait proposé le NPD. Bombardier, toujours pas d'aide d'Ottawa. Nos producteurs de fromage, de leur côté, vont voir entrer 16 000 tonnes de fromage fin européen dans notre marché, sans pouvoir compter encore, à ce jour, sur un plan d'aide sérieux. Ça fait qu'on n'a pas le choix. On entre dans le rang, prendre notre mal en patience, s'écraser au nom de l'unité canadienne, ou alors bomber le torse, refuser de se faire rire en pleine face par un gouvernement qui se fout des Québécois. Il n'y a que le Bloc québécois qui se tienne debout pour le Québec, seulement pour le Québec. Pour la nation québécoise, le Bloc québécois est ici, va continuer d'y être, continuer de travailler dans ce Parlement-là,
faire la promotion de l'indépendance parce que c'est la seule issue à la situation actuelle. Alors, merci beaucoup, Réal. On a eu une session parlementaire intense et intensive. À mon avis, la meilleure de la présente législature. On a déposé 2 projets de loi. Vous vous rappellerez, le premier pour les femmes qui perdent leur emploi après une grossesse, qui se retrouvent pénalisées parce que la période où elles reçoivent l'assurance parentale est prise en compte dans la période de référence. C'est une absurdité qu'il faut absolument réparer, puis ma collègue Monique Posé a déposé un projet de loi là-dessus. Plus récemment, on a déposé un projet de loi sur le financement des partis politiques pour ramener le financement public et diminuer l'influence indue des grands donateurs, parce que le financement public par vote reçu rend pratiquement caduc le financement sectoriel. Une chose est sûre, ce projet de loi-là reste le moyen le plus efficace pour mettre fin aux cocktails libéraux à 1 500 $ avec accès privilégié au premier ministre. 2 projets de loi donc importants qui vont dans le sens des intérêts du Québec. En plus, avec Gabrielle Sainte-Marie, on a mené la bataille contre les paradis fiscaux. Cette motion-là a été battue par les libéraux qui avaient la chance de se prononcer, là, finalement, parce que la chance s'était jamais prononcée là-dessus. Ben, ils ont voté en fonction des intérêts de Bay Street. La preuve, c'est 29. Un des gros combats qu'on a mené cet automne, il fallait empêcher les libéraux de donner un cadeau aux banques. Au début, vous vous rappellerez, on était seuls sur la tribune avec des groupes de consommateurs, le MEDOC. Puis ensuite, le Parti québécois, l'Assemblée nationale, les notaires, les partis fédéraux d'opposition et les sénateurs ont uni leur voix à la nôtre. Et pourtant, n'oubliez pas que les 40 députés libéraux du Québec savaient qu'ils sacrifiaient l'intérêt des consommateurs québécois pour plaire aux banques, puis ils l'ont fait. Les libéraux du Québec ont travaillé contre le Québec. On l'a vu dans Muskrat Falls, où le gouvernement a donné une garantie de prêt augmentée de 6 milliards. Avec C-29, on le voit encore. Avec le dossier des transferts en santé, on le voit. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on doit toujours être vigilant, toujours être à l'affût. On ne sait jamais quand va venir le moment, la prochaine attaque des libéraux contre nos intérêts, mais on sait que cette attaque va venir. Je suis fier de la rigueur de mon équipe parlementaire parce qu'avec une petite équipe, on a réussi à déterrer à l'intérieur d'un projet de mammouth une attaque frontale au Québec. Et le gouvernement a reculé. C'est pour ça qu'on est là. Et si le gouvernement libéral, centralisateur, nous cherche, il va nous trouver sur son chemin, tant et aussi longtemps que l'indépendance ne sera pas faite. Merci. Question. Oui. Une rencontre la semaine prochaine, ministre des Finances, ministre de la Santé. On va discuter des transferts. C'est quoi vos attentes dans ce dossier-là? Est-ce que c'est réaliste de penser qu'on puisse arriver à une entente où il faut vraiment, comme le demande le Québec, maintenir à des transferts à 6% 1 an, le temps de s'entendre? Bien, moi, je pense que la demande de Québec est minimale là-dedans. Là. Alors, oui, c'est réaliste de penser qu'on va en venir à une entente dans la mesure où le gouvernement fédéral négocie de bonne foi. Alors, j'espère que ce sera le cas. Il y a eu suffisamment de tergiversations là-dedans. Les transferts en santé, vous le savez, ça a été réduit comme peau de chagrin là, au cours des dernières décennies. Alors que les besoins augmentent, la quantité des transferts diminue. Alors, oui, c'est raisonnable. J'espère qu'on va venir à une entente. Et dans le cas contraire, M. Trudeau nous aura démontré une fois de plus les vertus de son gouvernement fédéraliste. Sur C-29, c'est pas fini. Ça va revenir sous une autre forme plus tard, mais on entend souvent le gouvernement est majoritaire de toute façon. Est-ce que pour vous, c'est une preuve finalement du travail que vous pouvez accomplir face à un gouvernement qui dispose d'une très forte majorité en charge? C'est une belle preuve du fait que quand le Québec se tient debout, le Québec peut avancer. Le Québec pourra s'épanouir favorablement puis de façon efficace
lorsqu'il détiendra la totalité des leviers pour sa gouverne. Alors, nous, ce qu'on prône, c'est l'indépendance du Québec. L'indépendance de ce gouvernement qui empiète sur ses champs de compétences et qui nuit aux aspirations du Québec. Maintenant, en attendant, on n'a pas le choix. Là. Il y a une situation, on fait partie de la Fédération canadienne, alors on livre nos combats, et ça fait tellement du sens ce qu'on dit, qu'on arrive à convaincre les autres partis, même si ce sont des partis fédéralistes, on arrive à les convaincre du bien fondé de nos arguments, et ça donne ce que vous avez vu cette semaine, le résultat que le gouvernement, finalement, convient que ça n'avait pas de sens, ce à quoi on s'en allait, et recule. Alors, ça fonctionne dans la mesure où les gens écoutent ce qu'on a à dire, dans la mesure où on respecte l'autonomie du Québec. Alors, jusqu'à maintenant, le constat, vous le faites comme moi, là, il va falloir qu'on continue à se tenir debout et il va falloir qu'un jour, le Québec s'affranchisse de cette situation-là qui est intenable. On dépense énormément d'énergie, énormément d'argent pour essayer de tirer notre épingle du jeu. Alors, j'espère là, que ces situations-là vont pouvoir servir d'illustration de la situation actuelle qui est intenable, quant à moi, pour le Québec. Dans le dossier de l'environnement, on les a vus accorder des pipelines et annoncer un plan vendredi. Est-ce que vous avez eu l'impression que c'était du donnant-donnant, qu'on a donné des pipelines pour calmer l'Alberta parce que ça en venait le plan de vendredi? Et si oui, qu'est-ce que ça annonce pour Énergie Est? Ben, écoutez, moi, je peux pas parler pour le gouvernement Trudeau, là. Évidemment qu'il nous tient pas au courant de ses intentions. On apprend les nouvelles au fur et à mesure, comme vous. Énergie Est, c'est encore là. C'est un danger qui nous guette. C'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête de chaque Québécoise, de chaque Québécois. Alors, on espère que le gouvernement Trudeau va entendre raison et reculer sur cet enjeu-là. C'est primordial pour nous. Là. On parle de mettre en péril de la qualité du territoire complet du Québec. Là. Les cours d'eau, je les énumérais tantôt. Là. Fleuve Saint-Laurent, la rivière de Mille-Îles, la rivière des Outaouais, la rivière Saint-Maurice, puis ça, je parle pas des petits lacs, il y en a 680 là, cours d'eau qui vont être affectés. Alors, oui, j'espère qu'on va reculer là-dessus, que le gouvernement fédéral va entendre l'appel du Québec, les municipalités, ou en tout cas, une bonne partie des municipalités sont prononcées contre le gouvernement Québec. Alors, on espère que ça pourra porter fruit, puis que le gouvernement Trudeau n'ira pas de l'avant avec ce projet-là. En fait, je comprends même pas pourquoi on continue dans ce processus-là. La chose est claire, quant à moi, et on aura beau tenir les audiences qu'on voudra avec l'Office d'énergie, ça changera rien la situation. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale, il n'y a aucun avantage, aucun pour le Québec, et une quantité de risques phénoménale. Alors, les audiences de l'Office d'énergie peuvent avoir lieu, ça change rien. Pas encore une fois, là, à Québec, là, on a une instance qui s'occupe de ces projets-là, ça s'appelle le BAP, Bureau d'audience publique en environnement. Alors, c'est pas inutile, le BAP. Ça a une raison d'être. C'est l'instance qu'on s'est donnée au Québec depuis longtemps, qui a fait ses preuves. Et quand il y a des projets comme ça qui doivent passer au Québec, c'est le BAP qui doit les entendre, déposer son rapport, et c'est le gouvernement du Québec qui doit prendre des décisions, pas le gouvernement d'Ottawa. C'est un bilan, mais est-ce qu'on peut aussi un peu se tourner vers l'avenir? Donc, vers 2017, vous allez lancer la course à la direction, donc en février, sauf erreur. Est-ce que vous pensez que ça va changer la dynamique de l'équipe? Est-ce que vous craignez que ça vous déconcentre de votre rôle de député? Ben, je vois pas pourquoi, là. Écoutez, il y aura un conseil général le 4 février. Là. Les règles de la course à la chefferie seront adoptées à ce moment-là. Il y a déjà des candidatures qui commencent à se manifester. On verra, on va arriver là. Et que ça change, là, écoutez, non, je vois quant à moi, ça peut seulement qu'améliorer les choses. Ça va être une nouvelle vigueur au caucus et à l'ensemble des instances du Bloc. Alors, vous parlez de candidature, il y a celle de Mme Ouellet, oui, notamment, qui circule, elle est en réflexion. Est-ce que vous pensez que ça pourrait poser problème qu'on élise encore un chef comme M. Payet qui ne siège pas aux communes? Écoutez, non, je pense pas que ce soit le cas. Je pense que de toute façon, il y aura un certain nombre de candidatures, là, je suppose. Il y aura des avantages et des désavantages à chacune de ces candidatures-là. Et c'est pas moi, ni aucun des membres du caucus ici qui vont en décider. C'est les membres qui vont en décider. Alors, les membres vont voter. Ils vont se choisir un chef. Et on va prendre ce nouveau chef-là ou cette nouvelle chef-là avec ses avantages et ses désavantages. Mais moi, je fais le pari que ça va être un plus pour le Bloc québécois. Et vous allez pas fini de nous voir à Ottawa. Est-ce que vous pensez de la candidature de Mme Ouellet? Pardon? Qu'est-ce que vous pensez de la candidature de Mme Ouellet?
Bon, écoutez, moi, en tant que chef intérimaire, là, je vais demeurer neutre dans cette campagne-là. Je ne prendrai part je prendrai parti pour aucun candidat, aucune candidate. Alors, la candidature de Mme Ouellette, c'est une candidature sérieuse et puis elle va être prise en considération comme toutes les autres. Le cas échéant, si elle la dépose, elle va être en réflexion, on verra. Mais est-ce que vous voyez un couronnement d'un bon œil ou est-ce que, au contraire, ça vous inquiète parce que s'il n'y a que elle, est-ce que ça vous sauve de l'argent, ça vous sauve des énergies de ne pas avoir de course? Là, on est le 14 décembre, là. Alors, les règles vont être adoptées le 4 février. Il y aura un vote, je ne sais pas quand. Alors, regardez, là, c'est un peu tôt pour tirer les conclusions. Est-ce qu'il y aura un couronnement? Est-ce qu'il n'y en aura pas? Moi, j'en ai aucune idée. Mais encore une fois, moi, je m'en remets à la décision des membres. Et quelle que soit cette décision-là, je vais vivre avec et je vais en tirer profit. Alors, si c'est un couronnement, c'est un couronnement. Si ça n'est pas un, ça ne sera pas un. C'est tout. Je peux pas répondre à ça maintenant. Ça prend une course, selon vous, là, plutôt qu'un couronnement? Ah, ben, des débats d'idées, oui, là, mais que ce couronnement, écoutez, même si ça devait être, pour que ce soit un couronnement, ça voudrait dire qu'il y aurait eu un débat d'idées au préalable et que d'autres candidats se seront ralliés. Alors, il y aura un débat d'idées et ça, oui, je suis favorable au débat d'idées. On doit en parler. On doit parler de notre programme et puis, entre nous, en débattre et puis s'améliorer constamment. Je pense que ça, c'est sain. Ça, c'est correct. Couronnement, ça ne sera pas une mauvaise chose, étant donné qu'il y a un débat je suis pas en train de vous dire que ça prend un couronnement, puis je suis pas en train de dire que je serais contre non plus. Je vous dis, ce sont les membres qui vont décider. Mais aujourd'hui, là, le 14 décembre, j'ai aucune espèce d'idée de quelles seront les règles. Alors, si les règles adoptées le 4 février prévoient qu'on attend qu'il y ait 10 candidatures avant de partir de la course, puis que ça part au mois de juin, ben là, votre question devient un peu prématurée. Je ne sais pas ce que ce sera. On verra le 4 février, mais en tout respect, moi, je vous dis, là, il y a une équipe assez forte au Bloc québécois, un caucus qui est fort. Je suis fier de mon caucus, du travail accompli cet automne. C'est pas banal, vous l'avez vu, vous avez suivi nos travaux. Je pense qu'on a fait nos preuves. Du côté du parti, du Bloc québécois, il y a là aussi une équipe formidable au Bureau national, dans les instances, les instances de circonscription. Il y a des gens dynamiques qui travaillent fort. Alors, ces gens-là, là, tous ensemble, on va se pencher là-dessus. On va étudier les candidatures qu'on aura. Et encore une fois, moi, je vous garantis qu'il y aura un ou une chef là, qui pourra vous étonner dans quelques mois, probablement, au Bloc québécois. Mais encore là, c'est les membres qui vont décider. Le travail des 40 députés libéraux du Québec, vous n'êtes pas les seuls, d'ailleurs, à le faire. Mais qu'est-ce qui explique, à votre avis, que les libéraux de Justin Trudeau soient si forts au Québec présentement? Ben là, d'abord, là, que les libéraux soient si forts au Québec, ça faudrait voir. Là. Le dernier sondage, pardon? Il y a des sondages. Le dernier sondage, les libéraux avaient perdu encore, je me souviens plus, je pense une douzaine de points ou à peu près. Alors écoutez, puis j'ai pas non plus l'intention de commenter les sondages, là, mais les libéraux de Justin Trudeau, il faut prendre acte du fait qu'ils ont gagné la dernière élection, hein, il y a 1 an et 2 mois. Les électeurs québécois, on peut dire qu'ils ont eu tort, on peut dire qu'ils ont eu raison, mais ils ont fait un choix il y a 1 an et 2 mois. C'est un choix démocratique, on le respecte. Alors, quand tu choisis quelqu'un, tu te maries, là, t'espères que ça va marcher et tu brises pas ton couple à la première occasion. Alors, les Québécois ont fait confiance à Justin Trudeau. Ça fait 1 an. Cette confiance-là commence à s'effriter. On le voit, on l'a vu avec le dernier sondage. Moi, je vous fais le pari que ça va continuer de s'effriter, puis vous allez voir qu'aux prochaines élections, on n'en sera pas à la même place qu'on était en octobre 2015. Mais ceci dit, pour l'instant, moi, je fais juste constater, comme vous, comme tout le monde, que les Québécois souhaitent que ça fonctionne avec M. Trudeau. Ça fonctionne pas à leur goût, et ça fonctionne pas à notre goût. Les sondages commencent à l'illustrer, puis encore une fois, de notre côté, je pense qu'on tire très bien notre épingle du jeu, et je suis assez fier du travail qu'on accomplit. Et à la prochaine élection, vous allez peut-être être surpris du nombre de députés du Bloc québécois que vous retrouvez à Ottawa, à moins que d'ici là, le Québec n'ait décidé de devenir indépendant. Sinon, dans le cas contraire, on se donne rendez-vous dans 3 ans. La popularité va continuer de s'effriter. À votre avis, qu'est-ce qui fera en sorte, au cours de la prochaine année, que ça va continuer à baisser en termes d'appui pour les libéraux? Parce que une chatte ne donne pas de chien.
Hein? Alors, M. Trudeau, là, il est élu pour gouverner l'ensemble du Canada. Et la problématique qu'il vit depuis un an, il va continuer de la vivre pendant les 3 prochaines années. Il a des comptes à rendre vis-à-vis des électeurs dans l'Ouest qui disent « Monsieur Trudeau, on veut un pipeline, on en a besoin pour notre économie. » Il y a des comptes à rendre vis-à-vis des électeurs dans les maritimes qui veulent des chantiers navals. Il y a des comptes à rendre en Ontario, il y a des comptes à rendre partout au Canada. Puis le calcul qu'il fait, à mon avis, il a tort, mais le calcul qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est de dire le Québec peut attendre son tour. Moi, j'ai des comptes à rendre ailleurs, là, puis c'est primordial. Pour moi, c'est prioritaire. Alors moi, je comprends, je constate cette situation-là, je prédis qu'elle va perdurer pour les 3 prochaines années et que dans 3 ans, les électeurs du Québec auront compris qu'ils n'ont pas eu, ils ont eu aucun avantage avec le NPD, aucun avantage avec les conservateurs, ils n'auront aucun avantage avec les libéraux, puis ils vont se dire, finalement, on n'a jamais été mieux servi que par des députés du Bloc québécois à Ottawa. Alors moi, c'est le pari que je fais, puis je vous le dis, dans 3 ans, rendez-vous, et on sera pas mal plus nombreux ici sur cette tribune-là. Je vais me poser si on pouvait vous entendre un peu sur un bilan environnemental, là, sur ce qui a été, vous êtes la critique environnement, je ne me trompe pas, ce qui a été annoncé vendredi. Il manque 44 mégatonnes pour, vous avez vu le plan de vendredi. Est-ce que vous voyez comment ils vont pouvoir s'en tirer ou est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui vous inquiète dans leur plan de réduction des gaz à effet de serre? Écoutez, je suis très, très inquiète, surtout quand le gouvernement Trudeau, à Paris, s'est présenté comme le chef de file, un leader mondial en environnement. Bien, les leaders mondiaux ne construisent pas de pipeline. Ça, c'était les technologies et l'économie du 20e siècle, pas celui du 21e siècle. Alors, je fais le pari qu'il n'atteindra pas les engagements qu'il a pris à Paris. Et est-ce que ce que vous avez vu de cette année qui vient de passer, avez-vous l'impression qu'il y a eu du donnant-donnant? Avez-vous l'impression qu'il a donné des pipelines parce qu'il voulait imposer le tarif sur le carbone, le plan de vendredi? Et si oui, est-ce qu'il est gagnant dans cette transaction? Qu'est-ce qu'il y avait dans sa tête? Je vous le dis, mais franchement, là, je peux pas vraiment savoir s'il voulait faire du donnant-donnant, à part qu'il essaye de plaire à tout le monde. Et ça ne fonctionne pas. Alors, je reviens sur la question des pipelines. Ce qui m'a surtout choqué, je vous dirais, c'est les raisons pour lesquelles il donne de dire oui, on va avoir 2 pipelines. Il dit que c'est pour l'environnement. Non, ça c'est une idée du 20e siècle. Nous sommes en 2016. Il dit que c'est pour les générations futures. Mais les générations futures, là, je veux dire, le GIEC, ce qu'il dit, c'est que c'est l'espèce humaine actuellement qui est en danger. Alors, il essaie de ménager la chèvre et le chou et je suis persuadée qu'il n'atteindra jamais les objectifs qu'il s'est donnés à Paris. Avec tout ce qu'on a vu, là, le recul tardif quand même sur C-29 et sur d'autres dossiers, est-ce que vous pensez que Justin Trudeau a maintenant besoin de nommer un lieutenant du Québec? Je pense que le Québec a besoin de gens qui s'occupent de ses intérêts, de ses valeurs, de la défense de la nation québécoise. Alors, M. Trudeau a fait la preuve au cours de la dernière année qu'il n'était pas en mesure de le faire. Ces 40 députés ont fait la preuve qu'ils n'étaient pas non plus, eux, en mesure de le faire. Ils pouvaient nommer le lieutenant qu'ils voudront. Là, à mon avis, le résultat va être le même. Ben, écoutez, ce qu'il doit faire, c'est faire la preuve qu'il s'occupe des intérêts et des valeurs québécoises. Alors, il n'a pas fait cette preuve-là. Va-t-il nommer, quand même qu'il nommait un nouveau lieutenant du Québec, là, j'ai pas l'impression que ça va changer quoi que ce soit. Mais bon, si c'est sa façon à lui de dire « je m'occupe du Québec », ben qu'il le fasse, on verra. Mais pour l'instant, il nous a prouvé qu'il n'était pas en mesure de s'occuper du Québec, puis je n'ai pas l'impression que ça va changer. Mais en même temps, il a reculé sur C-29. Ben oui. Il a aussi, sur la santé, ça reste à voir, mais on comprend qu'il y aura une ouverture. Donc, il n'est pas non plus complètement fermé à ce que vous dites. Oui, vous avez raison. Dans la mesure où il nous écoute, il gouverne bien. CRS, bon, le sénateur Carignan leur a demandé dans un comité là, de déployer le nombre de journalistes qui avaient été surveillés dans le passé par le fédéral. Là, maintenant, le CRS, on apprend qu'ils refusent de dévoiler ces chiffres-là. Est-ce qu'ils ont quelque chose à cacher, à votre avis? Il faut leur demander à eux. Je soupçonne qu'il y a sûrement des informations que le gouvernement ne tient pas à divulguer. Maintenant, là, je suis un peu mal placé pour répondre à la place de M. Trudeau là-dessus. Mais c'est certain que, écoutez, nous, on a déposé un projet de loi là, sur la protection des sources journalistiques. Jusqu'à maintenant, ce projet de loi-là ne semble pas avoir
suscité beaucoup d'intérêt du côté des libéraux. On espère que ce sera le cas là, dans les semaines, les mois à venir. Là. Mais c'est une problématique importante. Nous sommes très préoccupés au Bloc québécois sur cette question-là. Vous l'avez vu d'ailleurs dès 2008. Là, mon ancien collègue Serge Ménard avait déposé un projet de loi là-dessus. Ça a été suivi. Je sais que le sénateur Carignan a déposé un récemment. J'en ai déposé un. Alors écoutez, c'est une problématique importante et on espère que M. Trudeau va entendre raison, lui aussi. Ça va? Merci. 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 Bon ben, on a bien fait ça. C'est 1 an d'expérience.